Bonjour, merci d'être là avec nous sur Boursorama. C'est parti pour un nouveau numéro de valeur ajoutée. Aujourd'hui, on se demande comment dénicher des valeurs de qualité capables de croître malgré les vents contraires, l'inflation ou le ralentissement de l'activité ou la hausse des taux d'intérêt. Bonjour Geoffroy. Bonjour David. Alors, il faut dire, voilà, il faut les trouver, il faut les dénicher, c'est pas facile. Et on se dit que l'entreprise qui est bien gérée, qui est de qualité, elle a plus de chances dans la durée de surperformer, malgré encore une fois toutes les incertitudes qui nous entourent. Exactement, et donc là on va prendre des exemples pour illustrer un peu ce que sont des boîtes de qualité. À noter que ce n'est pas des recommandations d'investissement, on n'est pas nécessairement investi dans les boîtes dont on va parler. Mais l'idée c'est d'avoir une idée concrète de ce que sont des boîtes de qualité. On est bien documenté sur le principe que sur le long terme, ces boîtes de qualité devraient surperformer si évidemment quand on les achète, on ne les surpaye pas aussi. Oui, tout à fait. Donc quand on achète des boîtes avec de fortes barrières à l'entrée, des sources de croissance et des caractéristiques financières intéressantes, notamment le retour sur capital employé, mathématiquement, on va bien s'en sortir. Bon, sachant qu'il y a d'autres paramètres évidemment à prendre en compte, il n'y a pas seulement le fait qu'intrinsèquement, qu'il y ait des qualités intrinsèques sur un titre, sur une valeur, sur une entreprise, il y a d'autres paramètres, notamment et pas seulement la valorisation de la boîte. Exactement, la valorisation c'est un élément central dont on ne va probablement pas beaucoup parler aujourd'hui, mais effectivement il faut la prendre en compte lorsqu'on investit. Bon, alors première entreprise de qualité, selon vous, Pernod. Pernod Ricard, tout à fait. Les spiritueux. Les spiritueux. Alors, ce qui est intéressant dans les spiritueux, dans Pernod Ricard en particulier, ce sont d'abord, donc, quand on regarde les sources de croissance de cette entreprise, il y a un certain nombre de sources de croissance intéressantes. Il y a notamment le fait que les spiritueux vont gagner des parts de marché sur d'autres types d'alcool, notamment le vin. Donc, ça, c'est une première source de croissance. La deuxième source de croissance, c'est que les gens vont boire moins mais mieux, ce qu'on appelle la premiumisation. Donc ça, une boîte comme Pernod en bénéficie. Et puis enfin, il y a une autre tendance, plutôt dans les pays émergents, c'est que dans les pays émergents, les gens consomment plutôt d'alcools locaux, une très grosse part de marché de ces alcools locaux. Et petit à petit, à mesure que ces pays se développent, ils se tournent vers des marques plus internationales. Bon, donc source de croissance, on les voit bien. Des barrières à l'entrée, vous les voyez où là, ces barrières? Donc il y en a plusieurs chez Pernod. La première, c'est, je dirais qu'il y a toute une partie du business qui est fait avec ce qu'on appelle des alcools bruns, c'est-à-dire des alcools qui vont vieillir. Et notamment, une grande partie des ventes de Pernod, c'est du cognac. Et le cognac, notamment par exemple pour faire du cognac XO, il faut que ça vieillisse 15 ans. Et donc si vous et moi on veut lancer un business de cognac XO, on va devoir acheter notre raisin, le faire vieillir pendant 15 ans avant de commencer à faire des ventes. Voilà. Donc ça déjà c'est une barrière à l'entrée forte. La deuxième barrière à l'entrée, toujours si on parle du cognac, on pourrait parler aussi du scotch, c'est l'appellation géographique. Le cognac, il faut que le raisin provienne d'une région très, très définie, et notamment les meilleurs raisins sont sur des zones très limitées. Donc, ce qui fait qu'il y a une offre limitée de raisins et que c'est difficile, si vous voulez vous lancer, d'avoir accès à ces raisins. Okay, et la troisième barrière à l'entrée dont on peut parler, c'est l'accès à la distribution. Il faut une très grande taille critique pour être capable de servir tous les bars, tous les restaurants, tous les boîtes de nuit, les supermarchés. Et ça, c'est une force qu'a cette boîte Pernod et qui leur permet de se protéger par rapport à la compétition. Le fait que ce soit une entreprise familiale, qu'on dit souvent gérée sur le long terme, un bon père de famille aussi, ça joue dans une... Bien sûr, c'est une caractéristique essentielle parce que les boîtes familiales, comme vous le dites, ont une vision de long terme et vont être capables d'investir là où des actionnaires plus financiers vont être plus orientés vers des retours à plus court terme, alors qu'une famille, elle travaille sur le long terme et donc elle est capable de faire des investissements sur le long terme, même si ça peut coûter sur le court terme. Oui, avec des résultats financiers qui sont au rendez-vous quand on regarde un petit peu les marges et compagnie. Hein. Exactement, c'est une entreprise qui a des chiffres financiers extraordinaires, avec une marge bénéficiaire de l'ordre de 25%, une marge de
free cash flow aussi très, très élevé, à un peu moins de 20%, et des retours sur capitaux employés de l'ordre de 25%, ce qui sont des chiffres sympathiques. Bon, après évidemment, il y a des risques quand on s'expose à Pernod comme sur n'importe quelle valeur, notamment peut-être leur présence en Chine, mais en même temps c'est une opportunité aussi. Donc, Voilà, exactement. Il faut savoir que le cognac est beaucoup consommé alors, aux États-Unis, mais aussi beaucoup en Chine. Et donc, il y a une forte exposition à la Chine et à l'Asie, donc il faut en être conscient lorsqu'on investit. Et puis voilà, donc c'est un risque dont il faut être conscient quand on investit dans Pernod. Deuxième entreprise de qualité, selon vous, Geoffroy, c'est Hermès. Pour l'aspect source de croissance, on le voit bien, évidemment. Même si c'est du luxe, très luxe. Voilà, c'est du luxe vraiment tout en haut de la pyramide. Les sources de croissance, c'est bien sûr l'augmentation des classes aisées. Et puis ce ressort de l'âme humaine qui existe depuis la nuit des temps, qu'on pourrait appeler la vanité ou bien la gratification, et sur lequel voilà, les marques de luxe en général et Hermès en particulier bénéficient. Et ce qui leur donne voilà, des avenues de croissance potentielles. La barrière à l'entrée, c'est l'image, le savoir-faire, Bah voilà, Hermès, c'est une boîte qui a été créée en 1837, je pense. Donc il y a presque 200 ans d'héritage, 200 ans pendant lesquels ils ont amélioré leur savoir-faire, pendant lesquels ils ont chaque année investi en communication, en marketing. Et ça a une valeur très forte. Si vous et moi, on veut lancer une marque de luxe, voilà, pareil, ça va nous prendre énormément de temps. Et puis, on n'aura pas le credentials pour que les gens aient ce qui est le plus important dans les marques de luxe, c'est-à-dire la désirabilité. Oui. Et là, avec ces 200 ans d'histoire, d'innovation, de produits, c'est vrai que les produits Hermès, c'est des œuvres d'art presque. Hein. Ils sont signés par les artistes, les artisans qui les font. Chaque pièce est unique et faite de A à Z par l'artisan. Donc tout ça, ce sont des éléments qui entraînent une désirabilité qui fait que Hermès voilà, a des barrières à l'entrée fortes. Qui est aussi d'ailleurs une entreprise familiale, soit dit en passant. C'est le point commun avec Pernod. Hein. Tout à fait. Bon, après, là encore, quand on regarde les chiffres financiers, c'est redoutable. Hein. Voilà, c'est très, très impressionnant. C'est des marges, l'année dernière, je crois qu'ils étaient à plus de 40%. Des marges free cash flow à 30%, donc c'est même meilleur que Pernod. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est les retours sur capital employé qui sont très très élevés, hein, de l'ordre de 100% en moyenne sur les dernières années. Donc c'est une entreprise qui a des sources de croissance, des barrières à l'entrée et des niveaux de retour sur capital employé élevés, donc qui va pouvoir déployer du capital à assez haut niveau de retour sur le long terme. Et donc voilà, c'est les caractéristiques, c'est des caractéristiques qu'on aime bien en tant qu'investisseur. Avec des facteurs de risque aussi. Il y a des risques, encore une fois. Lesquels, pour le coup, sur une boîte comme Hermès? Hermès, c'est vrai que acheter un stack Hermès, comme vous le disiez au début, c'est très cher. Et donc, il y a un risque de cyclicalité qui est dans le luxe. C'est-à-dire que quand les choses vont aller moins bien, généralement, les gens vont réduire sur les choses qui coûtent le plus cher dans leurs dépenses. C'est vrai que Hermès, en 2008-2009, quand vous regardez, ils ont quand même cru. Donc ils sont vraiment potentiellement protégés. Néanmoins, voilà, quand vous vendez des choses très chères et qu'il y a une période plus difficile, il faut s'attendre à de la croissance moindre. Et puis l'autre point, c'est que ces boîtes de luxe sont aussi assez dépendantes à l'Asie, aux consommateurs asiatiques. Et donc, voilà, si le consommateur asiatique va moins bien, forcément, on est à risque. Alors, 2 valeurs sur 3 sont françaises. Une dernière est finlandaise. Kone, pour le coup, Kone, je ne sais pas comment il faut le dire. Kone, voilà. Boîte finlandaise d'ascenseur. Exactement. Boîte familiale aussi. Ouais. C'est le point commun aux 3. Hein. Exactement. Ouais, on aime bien les boîtes familiales, on vient d'en parler. Hein. C'est vraiment généralement des boîtes bien gérées et qui investissent au bon moment. Donc Kone, ce sont des ascenseurs. Pourquoi les ascenseurs? C'est un bon métier. En fait, la barrière à l'entrée, ça va être la base installée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a placé un ascenseur dans un immeuble, on peut le changer. On peut le changer, mais pourquoi le changer? Tant qu'il fait le travail,
qui n'a pas trop de panne. Pourquoi dépenser de l'argent pour changer quelque chose qui marche? Et donc, en fait, les boîtes d'ascenseurs ne vont pas gagner d'argent quand elles vont construire l'ascenseur. C'est dommage. Ah oui, c'est après, c'est sur les services. Voilà, c'est sur les services. Et généralement, en fait, il y a un très fort taux de service attaché à... Une fois que vous avez placé l'ascenseur, vous allez généralement récupérer le service parce qu'on vous dit que voilà, la garantie ne marche que si vous prenez le service chez Kone, par exemple, ou voilà, ils ont les pièces spécifiques ne sont présentes que chez la maintenance de Kone. Qui dit maintenance, dit logiciel, dit un peu de tech aussi quelque part. Exactement, alors Kone est une boîte qui innove beaucoup dans ce domaine pour essayer de faire de la maintenance prédictive, essayer de connecter les ascenseurs directement pour... L'IoT. Voilà, exactement. Et Kone est donc assez forte barrière à l'entrée et a des sources de croissance que sont l'urbanisation, on va construire de plus en plus d'immeubles. Et puis il y a aussi la rénovation, qui est une tendance intéressante et notamment en termes d'efficacité énergétique. Les ascenseurs, c'est un poste de dépenses et de consommation notamment d'énergie. Et en rénovant, on est capable de faire baisser la consommation énergétique des immeubles. Et les ascenseurs font partie de cette problématique. Ils peuvent se faire disrupter ou on peut se faire ubériser quand on construit les ascenseurs ou pas? Alors non, c'est une des caractéristiques qu'on aime bien aussi dans les ascenseurs, c'est que voilà, c'est une entreprise c'est un mécanisme qui a été inventé il y a à peu près 200 ans et a priori, sauf si on arrive à inventer des chaussures volantes ou qu'on puisse monter facilement, voilà, dans 200 ans, dans 500 ans, c'est un business qui existera. Et donc ça, c'est vrai que ça a de la valeur. Bon. Et sur les chiffres, on n'est pas au niveau de marge, j'imagine, du luxe? Non, comme il y a toute cette partie où quand ils placent l'ascenseur, ils gagnent assez peu d'argent, on est sur des niveaux de marge un peu inférieurs, on est plutôt de l'ordre de 10-12% de marge free cash flow, de marge EBIT. Ce qui fait que voilà, c'est un petit peu en deçà. Néanmoins, Kone est un assembleur, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas produire eux-mêmes les pièces des ascenseurs, ils vont les acheter, ce qui fait qu'ils ont ce qu'on appelle un besoin en fonds de roulement négatif. Puisqu'ils vont recevoir l'argent avant de payer leurs fournisseurs. Un BFR négatif, ça nous renvoie à nos chères études. Exactement. Et ce qui fait qu'en fait, ils vont avoir des retours sur capital employé très élevés de ce fait. Et donc, la croissance de l'entreprise nécessite assez peu de capitaux. Et donc ça, c'est une caractéristique qu'on aime bien. Bon, sur ces trois valeurs, le risque aussi, j'ai oublié, le risque sur une valeur comme ça. Alors, encore une fois, exposition à la Chine, c'est presque un tiers du business. Et donc, si la Chine construit moins, où il y a un ralentissement, il y a potentiellement un risque sur les ventes de cette entreprise. On sait que l'environnement a changé dans le monde, le contexte économique, notamment avec ce retour de l'inflation qui peut-être sera durable, peut-être pas autour de 7-8%, mais en tout cas à des niveaux plus élevés que ce qu'on a connu depuis 20 ou 30 ans. Est-ce que dans ce contexte, ces trois entreprises peuvent mieux s'en sortir? Elles ont cette capacité de pricing power, de transmettre ces hausses de prix à leurs clients pour conserver des marges qui sont à des niveaux appréciables? Tout à fait. En fait, quand on regarde ces trois entreprises, elles vont avoir des marges brutes, qui est vraiment l'indicateur clé pour se rendre compte à quel point l'entreprise est capable de passer les coûts auxquels elle fait face. C'est des entreprises qui font toutes des marges brutes supérieures à 60%, même 70% dans le cas d'Hermès, alors que l'entreprise moyenne, par exemple dans le marché américain ou dans le marché européen, va plutôt être entre 30 et 40. Donc c'est des entreprises qui intrinsèquement, voilà, leurs consommateurs sont prêts à payer une prime assez forte par rapport à ce que coûte le produit. Et donc ça montre qu'il y a de la désirabilité, que les produits sont valorisés par les consommateurs. Et donc ça, c'est un bon ingrédient pour passer l'inflation. Donc trois entreprises de qualité qui sont censées, en théorie, dans la durée, surperformer. Après, je reviens à ma question de départ, on reste 30 secondes là-dessus, mais si tant est qu'on ne les paye pas trop cher non plus, sur la question de la valorisation, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement sur ces trois valeurs-là? Alors, rapidement... En même temps, ce qui est bien, c'est payer cher aussi, donc il y a aussi... Voilà, non, ces entreprises, alors si on parle en général, elles sont plutôt chères. Elles sont moins chères qu'il y a 3 mois ou qu'il y a 6 mois, donc ça c'est déjà quelque chose. Mais voilà, il faut faire un travail sur la valorisation, essayer de se rendre compte le prix qu'on paye par rapport à ce que sera l'entreprise dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et donc c'est en faisant ce travail qu'on va se rendre compte est-ce que l'entreprise est un bon investissement ou pas. Allez, merci Geoffroy. Je vous en prie. Et Valeurs Ajoutées revient la semaine prochaine sur Boursorama.